Conversation scientifique par Étienne Klein. Aujourd'hui, l'univers et nos imaginaires. La science est souvent perçue comme un monstre froid, capable d'exorciser l'imaginaire, lui-même présenté comme une sorte de scorie encombrante qui viendrait troubler la raison et souiller les meilleures intentions. La réalité est pourtant tout autre. L'imaginaire des scientifiques n'est pas une fumée qui viendrait brouiller le jeu, mais un feu qui ouvre de nouvelles pistes. Pour rendre justice à cette vérité, durant tout l'été, la conversation scientifique fait le choix, avec l'aide de ses invités, de donner un corps radiophonique à la thèse de Gaston Bachelard, selon laquelle raison et imagination agissent toujours de conserve, et même de démontrer qu'Alexandre Vialat avait raison d'écrire dans l'une de ses chroniques « L'esprit de l'homme ne cesse de rêver, mais aussi de méditer, de supputer, de calculer. Il a envie de savoir et besoin de ne pas comprendre, bref, de connaître et de s'émerveiller. Nécessité contradictoire, l'une exige de savoir et l'autre d'ignorer. D'où la science et la poésie. » Fin de citation. Car oui, ce qui nous passionne en définitive, ce sont bien les énigmes. Et justement, l'astrophysique et la cosmologie n'en manquent pas d'énigmes. L'univers est-il vraiment né? Si oui, comment? Et de quoi est-il fait? Qu'est-ce qui pilote son évolution? Comment finira-t-il? Ces mystères sont si prenants que, plutôt que de voir la vie en rose, les astrophysiciens donnent parfois l'impression de broyer du noir. Ils parlent de corps noir, de trous noirs, de matière noire, d'énergie noire. D'où provient cette manie qu'ils ont d'accoler l'adjectif noir à des mots par ailleurs ordinaires? Dans le langage courant, le mot noir sert à dire tantôt l'obscur, le mystérieux, l'effrayant, tantôt le caché, l'inconnu, l'opaque. Mais que veut signifier le physicien lorsqu'il dit d'un corps, d'un milieu, d'un objet ou d'une substance qu'ils sont noirs? À quel symbole la noirceur renvoie-t-elle? On pense là encore à Bachelard, notamment à ces phrases « Au fond de la matière pousse une végétation obscure. Dans la nuit de la matière fleurissent des fleurs noires. Elles ont déjà leur velours et la formule de leur parfum. » Fin de citation. Alors pour mieux connaître l'imaginaire des astrophysiciens, j'ai invité l'une d'entre eux, si je puis dire. Bonjour Françoise Combe. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes astrophysicienne, professeure au Collège de France, titulaire de la chaire Galaxie et Cosmologie, et vous avez reçu la médaille d'or du CNRS en 2020. Ma première question porte sur votre vocation, si c'est un terme que vous revendiquez. Comment est-ce que vous êtes arrivé à vivre de cette passion du ciel? C'est l'enfance, c'est la famille? Non, en fait, il n'y avait pas vraiment de scientifique dans la famille. Mon père était militaire. Et donc, j'ai par des lectures, par des exemples donnés au lycée, par exemple, j'ai toujours eu une fascination pour ceux qui découvraient, qui recherchaient, mais qui découvraient. Donc, pas seulement Copernic, on pourrait le dire, mais je n'avais pas d'idée de l'astrophysique à l'époque. J'étais fascinée par des gens comme Louis Pasteur, par exemple, qui avait découvert quelque chose qui avait un impact fantastique sur l'humanité. Marie Curie, bien sûr, qui est un exemple féminin avec lequel on pouvait s'identifier, qui avait découvert énormément de choses. Donc, c'était de faire de la recherche qui me passionnait. Comment on peut faire à son métier de chercher, toujours chercher, et puis découvrir, et puis finalement apprendre aussi, parce que quand on cherche, on recherche des tas de choses nouvelles et on apprend. Donc c'est apprendre qui m'a plu. C'est donc l'école qui vous a ouvert à c'est l'école. Mais exactement. Tous ceux qui vont à l'école ne font pas de recherche. Et donc non. Il devait y avoir chez vous quelque chose de particulier qui a fait résonner cette fibre. Peut-être la curiosité. J'avais toujours envie de savoir ce qu'il y avait au plus profond des choses, pourquoi on est là, pourquoi les choses sont là, pourquoi il y a quelque chose par rien. Et bon, la curiosité. En fait, j'ai fait ensuite des études de physique. Et vous regardez le ciel? Non, pas du tout, justement. L'astrophysique, bon, je suis un peu myope, donc je ne voyais pas le ciel comme les gens le voient. Je voyais bien toutes les étoiles, mais je ne savais pas vraiment les reconnaître. Les galaxies comme la nébuleuse d'Andromède, je ne l'avais pas vue comme un point, c'est tout. Donc non, c'était pas ça. Ou alors, lorsque j'ai regardé des livres d'astrophysique avec des superbes images, alors là, j'étais en effet fascinée, mais c'est pas en regardant le ciel que j'étais fascinée, non. Donc les livres, l'école, vous commencez des études scientifiques après le bac.
Voilà, en fait, c'était plutôt, on voulait pas se priver de pistes. Je ne savais pas du tout ce que je voulais faire. Donc, pour avoir toutes les pistes, il fallait prendre l'école normale, par exemple. Je commençais en maths physique. Et toujours pour faire un peu plus, pour ne pas se fermer des portes. Et les professeurs à l'école normale me disaient, oui, pour vous, c'est plutôt la physique, hein, parce qu'en effet, l'abstraction n'était pas mon fort. Plutôt, j'aimerais avoir les pieds sur terre et découvrir ce que je vois. Comment ça, vous distinguez la physique de l'abstraction? Oui, parce que la physique, il y a quand même des choses concrètes. Hein. On essaie de comprendre ce qu'on a autour de nous. Là. Mais il y a des équations. Ah, il y a des équations, on a besoin d'outils. Les équations sont des outils. Alors que pour les mathématiciens, ils veulent chercher là-dedans et démontrer un théorème qui parfois ne touche qu'à des nombres. Si les nombres premiers se dévoilent jusqu'à l'infini, etc. Mais on n'a rien de concret, en fait. C'est que des abstractions. Ils doivent se poser un problème. C'est eux qui cherchent leur problème, mais il n'y en a pas dans la nature. Ils essaient de trouver un problème. Parfois, c'est tiré par les cheveux. Les problèmes, les questions qui se posent, on se demande pourquoi ils se posent des questions. Tandis que quand on regarde la physique, je sais pas, le ciel bleu, etc., on se pose des questions et on voit pourquoi. Bon, Françoise Combe, vos professeurs vous dites faites de la physique, ils ont eu raison puisque vous avez la médaille d'or du CNRS en 2020, je crois. Mais comment est-ce que votre imaginaire à l'époque fonctionnait à propos de l'univers? Comment vous le représentiez? En fait, jusqu'à les dernières années de l'école normale, je faisais la physique atomique et moléculaire, donc c'était pas vraiment l'univers, c'était vraiment l'infiniment petit. Voilà, l'infiniment petit, c'était très chouette parce qu'on avait comme professeur Cohen Tanucci, on avait Brossel, et ils donnaient des cours passionnants. Donc on aimerait connaître en effet la mécanique quantique, qu'est-ce qui se passe, pourquoi il y a une intrication, etc. Et puis le moment de trouver un sujet pour faire une thèse troisième cycle, qui était à l'époque une petite thèse, un master on dirait aujourd'hui. Eh bien, j'ai visité plusieurs laboratoires et le laboratoire d'astrophysique m'a montré que finalement, on ne savait pas du tout comment était l'univers et qu'on pouvait faire encore des recherches là-dessus. Je pensais que tout était connu, en fait. Mais on pensait que l'univers était une affaire classée. Voilà. Connue. Finalement, on est là, donc on comprend pourquoi. Et Bachelard, que je citais tout à l'heure, quand il a compris qu'on pouvait décrire l'univers grâce aux équations d'Einstein, et qu'il y avait différents modèles, différentes métriques, a dit cette phrase, on parle de l'univers d'Einstein, de celui de Sitter, d'Eddington. L'univers est devenu un brevet d'ingénieur. Ça, c'est vrai. C'est vrai, à l'époque, il devrait parler de Georges Lemaître, qui était finalement le premier qui avait compris qu'il y avait une expansion. Parce qu'en fait, Einstein pensait que l'univers était statique. Et puis ensuite, quand même, les observateurs avaient montré que toutes les galaxies s'éloignent de nous avec une grande vitesse, 2000 km par seconde, etc. Et tout le monde pensait que c'était un effet Doppler, qu'elle s'en allait vraiment. Dans l'espace, elle fuyait. Dans l'espace, elle fuyait. Et Hubble avait pensé qu'elle fuyait. Et c'est quand même l'abbé Georges Lemaître qui avait à la fois la théorie d'Einstein et à la fois il est allé faire son postdoc en Californie et il avait rencontré Hubble qui lui avait montré cette fuite des galaxies. Il avait compris que c'était l'espace qui se dilatait. Et donc, il y a vraiment cette équation d'Einstein qui relie la géométrie de l'univers à toute la matière qu'il y a dedans, et c'était la vérité. Donc, on aurait dû parler de l'univers de Georges Lemaître. Donc, à l'époque, vous saviez tout ça, le brevet de Georges Lemaître, à l'époque, vous saviez tout ça, et vous pensiez que ça n'était pas un domaine pour vous, puisque tout était finalement bouclé. Voilà. Exactement. Et puis j'ai rencontré des gens comme Roland Amnes, Avery Schatzman, qui étaient à ce point-là en train de bâtir une autre cosmologie avec la matière et antimatière, cosmologie et symétrique. Les modèles symétriques où il y a autant de matière que d'antimatière. Et en effet, c'est vrai. Au début, il y a que de l'énergie. Au début, il y a que de la lumière. Et c'est la lumière qui ensuite crée matière, antimatière à égalité. On sait toujours pas aujourd'hui pourquoi il y a une inégalité. En fait, on est obligé de supposer qu'il y a 1 milliardième d'excès de matière sur antimatière pour expliquer pourquoi nous sommes là aujourd'hui, quand même. Donc, normalement, tout s'annihile, sauf 1 milliardième de matière qui explique notre existence. Donc, ça commence à vous intéresser, on le sent d'ailleurs quand vous en parlez. Et donc, vous faites une thèse sur des sujets d'astrophysique. Ouais, exactement. Et il y avait cette thèse de Omnes qui disait, bon, il y a des galaxies d'un côté et des anti-galaxies de l'autre, et c'est comme l'huile et le vinaigre. Elle se mélange pas. Elle se fuit même. Elle se fuit et puis quand même il y a un petit peu d'annihilation lorsqu'elle se rencontre. Et à l'époque on pouvait pas prouver qu'il n'y avait pas autant de rayons gamma dans l'espace. Parce que lorsque ça annihile, il y a beaucoup de rayons gamma. Mais cette hypothèse a été plus ou moins réfutée, je crois, par alors justement, on a contribué à faire ça dans la thèse qu'on a faite. Notre contribution, c'était la physique nucléaire. Donc on voulait, comme Gamow l'a fait. Georges Gamow, on en reparlera. Grand physicien ukrainien. Et justement, il avait montré que l'hélium, le deutérium, tous les éléments légers pouvaient se former dans le Big Bang dans les premières minutes.
Et donc, on s'est dit, s'il y a équilibre entre matière et antimatière, il ne doit pas y avoir la même chose. Est-ce qu'on pourrait expliquer l'hélium, le deutérium, l'hélium que l'on voit sur le Soleil, dans la horloge du Soleil. On a fait des calculs de physique nucléaire, donc c'était l'astrophysique, mais physique nucléaire quand même, et on a montré que ça marchait pas du tout. Mais il y avait aussi Jean-Loup Puget, avec d'autres, qui montraient que les rayons gamma commençaient à contraindre cette annihilation entre matière et antimatière, entre galaxies et antigalaxies, et là aussi il y avait une contrainte. Donc finalement on était plusieurs, un petit groupe, on se réunissait tous les mois, là on avait le progrès. Donc votre imaginaire entre le début de votre thèse et la fin de votre thèse a complètement changé. Vous l'avez commencé en imaginant qu'il y avait des galaxies d'antimatière ici ou là, et vous terminez en disant il n'y en a pas. Ça a marché, ça n'a pas marché. Mais c'était quand même passionnant cette recherche pendant un an. Non, mais montrer qu'une hypothèse est fausse, c'est l'affaire de la science. Ah oui, exactement. On est un peu déçus, mais enfin, on a fait avancer le progrès quand même. Et ensuite, alors vous avez continué, j'imagine, dans ce domaine-là, l'astrophysique, les galaxies. Alors, on a commencé ensuite à observer. Parce que, bon, il fallait trouver quand même un poste quelque part. Et Pierre Ancrenat nous avait offert un poste d'assistant à l'école normale. Qui ça? Pierre Ancrenat. Ah d'accord, mal entendu, pardon. Et donc, ça me permettait de subsister pendant quelques années. C'est un poste temporaire. Mais c'est des nuits blanches. Ah oui. Oui, parce qu'à l'époque, on observait, on allait. Alors, il n'y avait pas de télescope pour regarder les molécules à cette époque. Ils étaient tous aux États-Unis, donc il fallait aller aux États-Unis. Mais on allait préparer les télescopes européens que sont l'IRAM. Il y en a près de Grenoble, il y en a en Espagne. Donc on préparait et on allait à Kitt Peak, en Arizona. Et alors, ce qui était passionnant, c'est qu'on avait un télescope de 12 mètres, donc on pouvait chercher des molécules, et ces Américains acceptaient les projets d'Européens, des petits Frenchies comme nous, gratuitement. Enfin, il fallait payer notre voyage, bien sûr, mais le temps de télescope, qui est très très cher, était gratuit quand même. Donc c'était sympa. Surtout que quelques-uns avaient cherché des molécules. C'était le début où on commençait à trouver des molécules dans le milieu interstellaire. C'était surprenant, parce que le milieu interstellaire est tellement diffus qu'on pensait pas qu'il y ait de molécules. Enfin, c'est un vide très très poussé. Donc comment les atomes peuvent se rencontrer pour faire des molécules? C'était pas pensable. Et tout d'un coup, dans les années 70-80, on a découvert des tas de molécules, notamment la molécule CO, la plus abondante, carbone, oxygène. Et puis dans notre Voie lactée. Certains ont dit peut-être qu'il y en a dans les autres galaxies. Donc Solomon, qui était la Bible pour nous en fait, et rechercher cette molécule au centre d'Andromède. Avec ce télescope d'Arizona qui pique, et il n'a pas trouvé. Donc, il a fait une publication, il n'y a pas de CO dans Andromède. Et mais nous, l'absence de preuve n'est pas la preuve de l'absence. Ah voilà, exactement. Mais on n'est pas recherché au centre comme il l'a fait. On est allé chercher au bord, parce qu'au bord, il y a plein de poussière. Il y a plein de poussière, il y a des étoiles qui ont des respiraux, puis il y a plein de poussière. Je me suis dit, c'est pas possible, il n'a pas regardé là. C'est là que doivent être les molécules. On a fait un projet, ils nous ont accepté, et on a trouvé les molécules. Et comment il l'a pris? Oh, il a bien pris, il était beau jeu. Et on s'est très bien entendu par la suite. François Scomme, moi, vous écoutez, et là vous ne décrivez que les toutes premières années de votre carrière de chercheur. Chercheuse ou chercheur? Chercheureux ou chercheuseux, comme on veut. Ouais. Et donc, ça veut dire que on a l'impression que les découvertes sont arrivées rapidement. Oui, au début, on a eu beaucoup de chance. Et en fait, même les gens ne nous croyaient pas. On est allé dans des colloques pour dire « Ah, on a trouvé CO d'Andromède ». Comme le grand Manitou Salomon n'avait pas trouvé, ils étaient un peu sceptiques. Et puis au colloque suivant, on a remis ça, on a regardé l'isotope 13CO, qui est 10 fois inférieur. L'isotope du carbone. Du carbone, CO. Et on est allé encore trouver, et on l'a vu. Alors là, à la prochaine conférence, il n'y avait plus de doute, et les gens n'étaient plus sceptiques. Qu'est-ce que ça change dans les rapports entre chercheurs Tout d'un coup, on existe un peu plus. On n'est pas le petit étudiant qui arrive puis qui fait que des bêtises parce qu'il trouve du CO alors que le grand ponte ne l'a pas trouvé. Là, tout d'un coup, on a eu... Vous avez quel âge? On avait quoi, 23 ans, quelque chose comme ça, oui. À 23 ans, déjà, on vous regarde avec respect et déférence dans les colloques internationaux. Voilà. Ça n'arrive pas à tout le monde. Mais on a eu de la chance, quand même. Et ensuite, alors, vous continuez sur ces... Comment on appelle ça, l'astrophysique moléculaire? Voilà, on a continué dans l'astrophysique moléculaire, on a détecté des tas de molécules, c'était ce qu'on appelle la chasse aux molécules, on était molecular hunter, la chasse, le chasseur de molécules. Et en effet, on découvrait des tas à cette époque, on avait du méthanol, de l'éthanol, de l'acétone, on a découvert l'acétone, on a découvert CCD, c'est-à-dire le deutérium de CCH, etc. On a découvert plein de molécules, à chaque fois on pouvait faire des publications, c'était la période dorée.
Et surtout que commençaient à arriver les télescopes européens. Donc on n'avait plus besoin de se déplacer, parce qu'on se déplaçait soit aux États-Unis, soit au Japon. Ils avaient aussi un télescope millimétrique. Et là, l'Europe a construit, Allemagne, France, Espagne, un télescope de 30 mètres en Espagne et un interféromètre près de Grenoble, dans le plateau de Bure. Et donc avec ces télescopes, en 85, ça a commencé. Alors on a pu détecter plein de molécules. Alors là, on avait le télescope le plus grand, qui dépassait celui d'en Arizona. On avait télescope mondial, compétences formidables. Alors quelle est la relation qu'il y a entre la taille du télescope, son diamètre, enfin, du miroir, et puis le type de molécules qu'on peut détecter? Alors le diamètre fait qu'on est plus sensible. Donc si le signal est plus faible, alors les molécules plus grosses, la molécule la plus abondante c'est CO, c'est très simple, carbone, oxygène. Mais ensuite plus la molécule a, on peut avoir 13 atomes de carbone, etc. Et à ce moment-là, c'est beaucoup moins abondant dans l'univers interstellaire, donc il faut être plus sensible. Donc plus la taille du télescope est grande, et plus on est sensible, et plus on détecte. Et donc en quelques années, l'imaginaire, pour revenir au sujet des astrophysiciens, a changé. Ils pensaient que le milieu interstellaire était vide de molécules, en tout cas. Oui. Peut-être pas de rayonnement, mais en tout cas de molécules. Oui. Et là, tout d'un coup, on s'aperçoit que ça fourmille de molécules organiques. C'est un labo de chimie. Il y a du carbone. Exactement. Et est-ce que l'idée que s'il y a du carbone, la vie est possible a germé? Exactement. Alors, j'ai cherché justement dans les années 89 à peu près la glycine, le premier acide aminé. La glycine. La glycine. Alors certains, aux États-Unis, commençaient à dire qu'ils l'avaient détecté. En fait, c'était pas vrai du tout. Il faut dire qu'à ce niveau-là, on commence à descendre dans l'intensité. Et donc, par exemple, une nébuleuse comme Orion, qui est tout proche de nous, qui est un nid à molécules, on regarde la nébuleuse d'Orion et on voit une multitude de raies. Il y en a partout. Et donc, la glycine, elle a un certain nombre de raies, mais c'est perdu dans le bruit de raies. Et donc, ils s'étaient trompés. Et en fait, il y a beaucoup de raies de la glycine. C'est une molécule lourde, donc il y a beaucoup de... Nous, on en a regardé 80 raies de glycine. Mais il y en avait 80% qui étaient là, et le reste n'était pas là. Donc ça veut dire que c'était autre chose. Sinon, on aurait dû voir toutes les raies de la glycine. Vous aviez des bouts de glycine. Voilà. Et donc, on a pu montrer que les Américains s'étaient trompés. Cette fois, c'est dans l'autre sens. Ils avaient prétendu avoir détecté la glycine, elle n'était pas là. Ça fait 2 fois. Est-ce qu'ils ont continué à vous inviter? Oui, cette fois-ci, c'est nous qui les invitions sur nos télescopes qui étaient les meilleurs. Et donc, l'idée qu'il y a de la vie dans l'univers parce qu'on trouve des molécules de toutes sortes, elle a commencé à germer là. Exactement. On n'avait pas encore découvert les exoplanètes, puisque Michel Mayor et Didier Queloz étaient à peu près en 95. Mais on en parlait déjà. On en parlait déjà, parce que il y avait des expériences durées, etc., pour savoir si sur une planète avec du rayonnement UV, quelques molécules élémentaires, on pouvait fabriquer des molécules qui donneraient la vie. Et certainement, on sait que dans le milieu interstellaire, il y a toutes ces molécules qui peuvent venir sur Terre. Alors dans la météorite, on en voit de la glycine. On voit de la glycine aussi dans la comète Chury. Celle qui a été explorée par la sonde Rosetta. Exactement. Il y a quelques années. Et Philae. Alors il y a aussi quelque chose de passionnant, c'est que on peut savoir si dans toute la galaxie, et même dans l'espace, lorsqu'on se rapproche du Big Bang, quand on remonte le temps, est-ce qu'on voit toutes ces molécules? Eh bien oui. C'est-à-dire que ces molécules sont là partout. Ces molécules organiques, c'est la même chimie qu'il y a 1 milliard d'années après. Comment elles ont pu se former si tôt? En fait, l'univers est beaucoup plus dense qu'aujourd'hui. Autrefois, mais il est plus chaud aussi. Il est plus chaud. Il est plus chaud, mais ça se refroidit très vite. Alors, ça se refroidit d'abord à 3000 degrés lorsque l'hydrogène se forme. Ça, c'est 400 000 ans après le Big Bang. Et puis ensuite, une fois on refroidit énormément parce que le gaz, lorsqu'il tombe dans les puits de potentiel matière noire, justement, on est obligé d'avoir des puits de potentiel. On en reparlera. Eh bien, à ce moment-là, il rayonne beaucoup et se refroidissent à une température de 10 degrés Kelvin. C'est vraiment très froid. Donc, à la fois, vous les avez détectés et très vite, vous avez compris comment elles ont pu se former au point qu'on en trouve dans les phases les plus anciennes de l'univers. Et voilà. Et que la chimie est la même. C'est ça que les gens se posaient, surtout en science-fiction. On se dit, ça doit être le silicium, il doit y avoir un autre ARN, un autre ADN, ça doit se former autrement, il n'y a plus de carbone, il y a autre chose. C'est pas la même vie. Et bien, c'est la même. Quel que soit. S'il y en a, c'est la même. S'il y en a, c'est la même. Est-ce que vous lisez de la science-fiction? Pas beaucoup, non, j'arrive pas à accrocher parce que c'est très intéressant de commencer à prendre des qu'on a découvert en astrophysique et puis essayer de rêver. Mais lorsqu'on rêve, après, il y a des choses qui sont complètement pas possibles, complètement irréalistes et j'accroche pas.
Ou il y en a d'autres qui imaginent que les équations d'Einstein sont vraiment vraies, par exemple, et que toutes les solutions mathématiques qu'elles ont sont physiques. Voilà. D'où les trous de verre, interstellaires. Les trous blancs, etc. Et ça vous... Non, parce que je sais trop... que ce n'est pas réaliste, ça n'existe pas dans la nature. On n'a pas trouvé de trous de verre ni de trous Et blancs. l'absence de preuve n'est pas la preuve de l'absence. Oui. C'est pas parce qu'on n'a pas trouvé que... Mais les trous noirs, on les a vus, par contre. Et donc ça, on peut rêver avec les trous noirs, déjà. C'est pas mal. Non, mais vous devriez prendre l'exemple du CO dont vous parliez tout à l'heure. Un Américain voit qu'il n'y en a pas, mais en fait, il y en a. Voilà, on recherche. Mais là, on a vraiment recherché, beaucoup, partout, et on n'a pas vu de trou blanc. Le trou blanc, il faudrait que la matière soit créée, tout d'un coup, elle arrive, et il y a un problème de conservation, là. Alors, vous parliez du trou noir. Enfin, il y a celui qui a été annoncé en mai 2022, le trou noir supermassif, qui est au centre de notre galaxie. Ça vous a surpris qu'on puisse avoir une image aussi belle? Non, on l'attendait depuis longtemps. En fait, elle était là, dans les simulations numériques. On avait déjà prédit cette image de l'ombre du trou noir. Alors, en effet... Mais il faut détecter les signaux. Voilà. Et le défi, c'était de détecter le signal. Parce qu'il faut avoir une énorme résolution angulaire. Et donc, il fallait faire une interférométrie entre tous les télescopes radio de la Terre. Comme si le télescope avait la taille de la Terre, en fait. Voilà, 12 000 kilomètres de base. Et en fait, on a aussi des télescopes radio dans l'espace. Donc, il y a aussi des expériences qui ont été faites avec 300 000 kilomètres de ligne de base, mais plutôt en centimétrique. Donc, finalement, on a toujours de l'ordre de 20 micro-arcs secondes de résolution. Mais alors, je reviens à votre propre parcours dans l'imaginaire. Est-ce que vous saviez, quand vous avez commencé l'astrophysique, vous pensiez qu'on pourrait voir un jour une image de trou noir? Ça faisait partie des choses qui étaient discutées Oui, en fait, oui. Ça, c'était l'imaginaire surtout de Reino Falke, qui est celui qui a le premier fait une image vraiment qui ressemble, comme deux gouttes d'eau, à l'ombre du trou noir qui a été trouvée dans Messier 87 et dans notre galaxie, Sagittarius A Star. Il avait vraiment fait exactement l'image de l'ombre du trou noir qui ressemble et qui est ressortie. Mais ça, c'est l'image, mais ça ne dit pas qu'on pourra la détecter. Ah, alors, pour la détecter, c'était juste Parce que la quantité de données qu'il a fallu analyser, recueillir d'abord, puis analyser pour avoir cette image très spectaculaire, c'est colossal, je crois. Ah oui, c'est sûr. Ils ont observé pendant 3-4 jours, en 2017. Et après, puis, il y a eu le Covid. Il a fallu faire beaucoup de simulations numériques pour essayer de faire correspondre ce qu'on voit à la réalité. Ils ont vu donc Messier 87 parce que c'était plus facile à voir. La matière tourne en 2 mois. Donc elle était presque fixe. Donc on pourrait vraiment faire un modèle facile. Dans notre galaxie, le trou noir est tout petit. 2000 fois moins que celui... 4 millions de masses solaires. Mais c'est pas 6 milliards. Il a 26 000 années-lumière de nous, en distance. Il est quand même très gros. Il est beaucoup plus petit, en effet, que celui de Messier. C'est ça. Et donc, la période de rotation, c'est 30 minutes. C'est pour ça que l'image est floue. En plus, moi, j'ai vu des gens qui disaient, l'image nulle, elle est floue. C'est vrai, elle est floue. Même Messier 87, c'est flou. Alors que mais on va faire mieux. Le flou vient de la dynamique de la matière qui est absorbée. Non, il vient de la manque de résolution. Quand on regarde ce qu'on va pouvoir faire, parce que maintenant, il y a des images de ce qu'on pourrait faire avec la nouvelle génération des télescopes Horizon, où on a plus grande fréquence, donc on aura plus de résolution, et l'image n'est plus floue du tout. Donc elle n'est pas floue de façon intrinsèque, elle est floue parce qu'on n'a pas assez de résolution. On en a déjà énormément pour le voir, mais dans le futur, on va en avoir bien meilleur. Et à ce moment-là, il est très fin, parce qu'on s'attend à voir un anneau de photons. La lumière est déviée par le trou noir, c'est une lentille gravitationnelle en quelque sorte. On s'attend à trouver un photon très mince. Là, vous faites tourner votre main autour du micro, et je crois que c'est dangereux. C'est sûr que personne ne va voir cet anneau, mais il faut l'imaginer. Ça vous rend convaincante, mais comme à la radio, on vous voit pas. Donc je pense que ça va être très fin, bientôt, quand on aura... Mais est-ce qu'il y a autant de galaxies qu'il y a de trous noirs supermassifs en leur centre? Oui. Et si oui, dans quel ordre chronologique ça s'est passé? D'abord les trous noirs et ensuite les galaxies, ou l'inverse? En fait, il y a les galaxies d'abord. Vous êtes sûr de ça? Ah oui. J'ai lu des papiers controversés sur cette question. Parce que en fait, les galaxies se forment d'abord avec la matière noire. Et donc la matière ordinaire, elle danse avec les photons, elle est toujours en équilibre, parce que en fait la matière est encore ionisée. Donc il y a des protons, des électrons, et ça c'est les forces électromagnétiques avec la lumière, sont très couplées. Donc finalement,
la matière ne peut pas s'effondrer. Il y a la pression de la lumière, la pression de radiation qui fait qu'on s'effondre pas. Donc on danse. Pendant ce temps, la matière noire, elle s'effondre. Alors la matière noire, c'est votre grand sujet, je crois qu'on peut dire comme ça. Moi, c'est en sûr. tout cas, c'est comme ça pas que pour moi, mais pour beaucoup de gens. Pour beaucoup de gens, voilà. Comment est-ce que vous êtes venu à cette question? Et est-ce que vous pensez qu'un jour on pourra faire sortir la matière noire de l'ombre, si j'ose dire? Oui, c'est pas sûr, hein, mais de toute façon, tous ceux qui travaillent sur les galaxies... D'où vient le problème? Pourquoi est-ce qu'on s'est mis à parler de matière noire? En fait, on ne devrait pas parler de matière noire parce qu'elle est transparente. Donc elle n'est pas noire. Donc, elle émet pas de lumière et elle émet pas de lumière, elle absorbe rien, donc finalement, elle n'interagit qu'avec la gravité. Alors comment on s'en est aperçu? C'est que justement, par exemple, la matière tourne autour du centre des galaxies comme un disque. Et donc, dès qu'il y a une vitesse, il y a une force centrifuge, il faut la compenser avec une force d'attraction. Donc, on sait bien quelle est la matière à l'intérieur de cette orbite. Et donc, c'est la dynamique des galaxies qui nous dit qu'il y a beaucoup plus de masse que ce que l'on voit. Donc, il y a la masse visible, qui est en général des étoiles, du gaz, donc de la matière ordinaire. Et puis, il y a une autre masse que l'on ne voit pas et qu'on dit matière noire parce qu'elle rayonne pas, mais elle est vraiment transparente. Il y en a peut-être dans cette pièce, dans cette aire, et on la voit pas. Mais alors, qu'est-ce qui vous fait dire que... Parce que vous l'avez dit, c'est le résultat d'un calcul. La dynamique de la galaxie n'est comprise par nos équations que si on ajoute une masse invisible. Ça voudrait dire qu'il y a deux sortes de matière dans l'univers? Voilà, il y a deux sortes de matière. Est-ce que c'est concevable intellectuellement? Eh ben, c'est ce que tout le monde a conçu depuis 30 ans ou 40 ans. C'est en 1985 qu'on a compris que peut-être cette matière invisible ne pourrait pas être ordinaire, parce que justement, avec les calculs de Gamow, dont on va peut-être parler, on savait qu'il n'y a que 5% du contenu de l'univers qui est fait de matière ordinaire, ce qui explique la formation de l'hélium. Matière ordinaire, ça veut dire proton, neutron, et celle dont nous sommes faits. Les atomes. Et puis, donc tout le reste de la masse devrait être exotique. Donc c'est pas des protons et neutrons, c'est des particules inconnues. Mais Françoise Combe, moi, dans mes cours de philosophie de la physique, on me disait, quand il y a une contradiction entre une observation et des calculs, il y a deux possibilités. Soit il y a quelque chose dans l'univers qu'on ne connaît pas, qui, s'il existe, rétablit l'accord entre l'observation et la théorie. En l'occurrence, c'est la matière noire, dans le cas que vous avez expliqué. Ou bien il faut changer la théorie. Exactement. Alors pourquoi est-ce qu'on ne changerait pas les équations d'Einstein en d'autres équations qui permettraient de comprendre la dynamique des galaxies sans invoquer la matière noire? Oui, tout à fait. C'est ce que même avait pensé Zwicky en 1937. Zwicky. Alors Frank Zwicky qui était C'était pas incommode. Était vraiment un sale caractère. Oui, il disait ce sont des cons à symétrie sphérique. J'ai une citation de lui. Oui, asymétrie sphérique, parce qu'ils sont de tous les côtés. Ce sont des cons à symétrie sphérique parce qu'ils le sont de façon invariante par rotation. Voilà. Et en effet, il traitait par le mépris tous ses étudiants et tous ses collègues. Donc, mais c'est peut-être ça qui a fait que son hypothèse n'a pas vraiment été... il n'a pas été suivi du tout. Et puis en plus, il ne croyait pas au Big Bang déjà, donc il avait certains faits qu'il n'acceptait pas. Donc il avait des idées géniales d'un côté, mais il pensait que peut-être il n'y avait pas de matière noire et que c'était une modification de la gravité qu'il fallait... Alors celle qui a montré que la matière noire doit exister, vous la connaissez, je pense. Vera Rubin. Vera Rubin, qui est morte il y a peu de temps, en 2016, morte très âgée, mais elle a été active tout au long de sa vie, je crois. Est-ce que vous l'avez rencontrée? Oui, je l'ai rencontrée en observant, donc en Arizona. Moi, j'observais sur le télescope millimétrique et elle observait sur un télescope optique, mais on se rencontrait à la cantine de l'observatoire. Donc le soir, donc quand nous avions fini, nous allions nous restaurer, elle était là et elle commençait sa nuit. Donc on avait parlé... Elle explique qu'elle devait rentrer à 15h pour s'occuper de ses enfants. Ben là, pas en observation, à Kitt Peak, là, quand je l'ai rencontrée, elle allait passer la nuit au télescope. Non, mais elle raconte, elle a beaucoup souffert en tant que femme pour pénétrer ce monde de l'astrophysique. C'est tout à fait elle vrai. Raconte que lorsqu'elle a rencontré Georges Gamow, dont on a parlé, son futur directeur de thèse, il l'a invité au laboratoire de physique appliquée. Et ils n'ont pu se parler que dans l'entrée du laboratoire, car les femmes n'étaient pas autorisées à pénétrer dans les bureaux. Oui, ça paraît incroyable. Et en 65, elle est la première femme autorisée à travailler à l'observatoire du Mont Palomar, que vous connaissez. Oui, bien sûr. Et elle explique que les femmes n'y étaient pas autorisées pour la seule raison qu'il n'y avait pas de toilettes pour femmes. Ça j'ai du mal quand même à croire, parce qu'il y avait certainement des balayeuses et des secrétaires. Donc, et elle est rentrée, elle est élue membre de l'Académie nationale des sciences américaines en 1981, deuxième femme astronome à l'être. Et elle dit, je me suis battue avec l'Académie des sciences,
Je suis choqué du faible nombre de femmes élues chaque année. C'est la partie la plus sombre de ma vie. Il y a 30 ans, je pensais que tout était possible. Elle a tout à fait raison. Et en France, on n'est pas non plus très raisonnable dans ce domaine-là, puisque Marie Curie a essayé d'être élue à l'Académie des sciences, même avec ses 2 prix Nobel, elle n'a jamais réussi. Et la première femme élue à l'Académie des sciences, elle était en 1979. C'est Yvonne Choquet-Brouillard qui fait de la relativité générale. Donc à peu près à la même période. Donc alors, je sais pas avance non plus. Elle a énoncé 3 principes. Je ne sais pas si vous les connaissez. Je voulais savoir si vous étiez d'accord avec ces principes, Françoise Combe. Elle écrit: je vis et je travaille en partant des 3 principes suivants. Premier principe: il n'existe aucun problème scientifique qu'un homme peut résoudre et qu'une femme ne pourrait pas. Oh, je suis tout à fait d'accord avec elle. Deuxième principe: à l'échelle de la planète, la moitié des neurones appartiennent aux femmes. Exactement, tout à fait. Troisième principe: nous avons tous besoin d'une permission pour faire de la science, mais pour des raisons profondément ancrées dans notre histoire, cette permission est bien plus souvent donnée aux hommes qu'aux femmes. Ça, c'est un fait. C'était vrai à l'époque, et maintenant, c'est un peu moins vrai, puisque je pense qu'on a progressé dans ce domaine, et actuellement, toutes celles qui veulent faire de l'astrophysique peuvent le faire. On a toute l'autorisation qu'il faut. Et elle conclut son article en disant: je trouve dommage que les femmes ne puissent que difficilement accéder à ce qu'elle appelle la beauté de la science. Et elle dit: je me demande parfois si j'aurais pu étudier les galaxies si elles étaient laides, comme ces limaces qui peuplent mon jardin. Je ne suis pas sûr. Et vous-même, est-ce que la beauté des galaxies, c'est vrai, ça joue un rôle dans votre... Ça joue un rôle, puisque moi je suis plutôt côté peinture, plutôt. Je fais de la peinture à l'huile, donc j'ai peint des galaxies. Spirale? Spirale. Pas elliptique? MIC81, par exemple. Non, elliptique, c'est quand même une sphéroïde, donc c'est pas très spectaculaire. Donc vous les peignez avec des couleurs visibles, alors que les télescopes peut-être... Oui, il n'y a pas de matière noire dans ma peinture. Le ciel est bleu et noir, mais les galaxies, des galaxies en interaction, des nébuleuses, et je pas beaucoup d'autres choses. Mais revenons à la matière noire, parce que quand j'étais étudiant, on disait que c'était de la matière sombre, c'est-à-dire de la matière ordinaire, mais froide. Oui, parce que ce n'est qu'en 1985 qu'on a compris que c'était la matière exotique. Et là, ça change tout. Ça change tout. Pour l'imaginaire, Même Vera Rubin ne savait pas à l'époque. Ça pourrait. Il y avait Jan Hort aussi qui avait pensé à la matière noire dans la Voie lactée, mais il pensait que c'était peut-être des étoiles mortes, ou bien du gaz que l'on voit pas, ou bien. Ce n'est que plus tard qu'on a compris que ça ne pouvait être que des particules de. Oui, Vera Rubin, elle écrit en 1900. Alors je crois que c'est 85. À vérifier. Dans les galaxies spirales, la proportion entre la matière noire et la matière lumineuse est de 10 contre 1. Il se pourrait bien que ce soit également la proportion entre notre ignorance et notre connaissance. Oui, elle a bien raison. D'ailleurs, quand on regarde l'histoire de la découverte de cette matière noire, elle était beaucoup plus grosse autrefois. Quand Zwicky a découvert dans l'amas de Coma, il y en avait un facteur 100. Donc c'était pas 10 pour 1, c'était 100 pour 1. Et petit à petit, en 1966-70, on a eu des télescopes à rayons X. On s'est aperçu dans le lac de Coma, où il avait trouvé toute cette matière noire, mais il y avait énormément de gaz très chauds, 100 millions de degrés, donc des protons-électrons à cette température-là. Il fait un plasma qui émet des rayons X, thermiques. Et ces rayons X nous disent qu'il y a 10 fois plus de masse dans le gaz très chaud que dans les galaxies. Donc ça veut dire que Zwicky ne l'avait pas vu tout ça. Il y avait un facteur 10 qu'il avait loupé parce qu'il ne regardait pas à la bonne longueur d'onde. Décidément. Mais alors, il y a des candidats théoriques pour cette matière noire. Beaucoup de recherches sont menées auprès d'accélérateurs, dans des cavernes pour se protéger du rayonnement cosmique. Et pour l'instant, on ne fait que remonter le seuil de masse au-delà duquel de telles particules pourraient se trouver. Voilà, ça fait 35 ans qu'ils cherchent dans les tunnels du Mont Blanc, le tunnel du Grand Sasso. Au début, c'était juste des petites... Au CERN avec le LHC. Oui, alors le CERN, il n'a rien vu du tout, et là, c'est plutôt problématique. En fait, dans les tunnels, il y a maintenant des tonnes de xénons qui sont en train de découvrir et de montrer qu'on ne trouve rien. Donc c'est déjà un bon résultat scientifique. Mais on pourrait dire, la section efficace de rencontre... La probabilité de collision, en fait, est assez faible. Donc, on diminue cette probabilité de collision. Mais ça ne veut pas dire vraiment que ça n'existe pas. Alors que le bon candidat de matière noire était le neutralino pendant 30 ans. Le neutralino. Neutralino, c'est une particule super symétrique. Il a fallu supposer qu'il y ait un miroir
toutes les particules. En fait, c'est le partenaire du neutrino dans les théories de supersymétrie. C'est pas le neutrino, c'est d'autres particules en fait. Mais il est neutre, alors on l'appelle neutralino, mais c'est pas le symétrique. Ah oui, mais la supersymétrie n'est pas en grande forme. Et voilà, on l'a pas trouvé au CERN. Et justement là, je pense que c'est plutôt un échec total, puisqu'on l'attendait à 100 fois la masse du proton et que le boson de Higgs faisait à peu près cette masse. On l'a trouvé il y a 13 ans, 11 ans. Et que finalement, on est passé cette limite d'un facteur 10, même beaucoup plus, et donc on n'a rien vu du tout. Donc cette supersymétrie n'est pas au rendez-vous du tout. Et donc, quels sont les candidats qui restent? Alors maintenant, il reste d'autres candidats. Il y a des neutrinos stériles, des neutrinos qui sont beaucoup moins actifs que les faibles neutrinos que l'on a. Mais déjà, ils sont pas très actifs. Pas très actifs. Ils traversent la Terre sans nous le dire. Et puis, il y a des actions. Alors les actions, ça c'est... Avec un X. Avec un X. C'est une particule assez tirée par les cheveux, je peux le dire, mais qui avait une base un petit peu dans la physique nucléaire, mais quand on a changé tellement la masse que ça n'a plus rien à voir. Et en fait, c'est une particule quantique qui a une longueur d'onde. On sait qu'il y a une équivalence entre particules et ondes, la dualité onde-particule en mécanique quantique. Donc là, la longueur d'onde de Broglie de cette particule ferait 3000 années-lumière. Oui. C'est pas très quantique ça, parce qu'en général c'est tout petit. Et ça, on en a besoin dans les galaxies pour justement expliquer que la matière noire n'est pas concentrée au centre, elle est plutôt très très dispersée au bord. En fait, au centre, il n'y en a pratiquement pas. Et donc, à force, on est bien obligé d'imaginer que peut-être il faudrait une autre théorie pour comprendre la dynamique des galaxies. Alors, soit parce que la gravitation n'est pas décrite comme on le croit qu'elle l'est, soit parce qu'il y a une autre force, peut-être, non? Eh bien, quand on modifie la gravité, on est obligé d'inventer une autre force. Un écart par rapport à elle, déjà. Voilà, on prend un champ scalaire, on a un champ vectoriel. Normalement, il n'y a qu'un champ tensoriel, etc. dans la théorie d'Einstein, c'est le plus simple. Mais là, on est obligé d'en rajouter scalaire et puis vectoriel pour expliquer bien les ondes gravitationnelles et puis les lentilles gravitationnelles. Donc finalement, dès qu'il y a gravité modifiée, il y a une autre force. Il y a une cinquième force, de toute façon. Mais ça dépend laquelle on prend. Alors aujourd'hui, on a aussi l'énergie noire qui a été... ça, c'est autre chose. En 1998, mais qui a un effet plutôt répulsif par rapport à la gravité qui est plutôt attractive. Et répulsif pour l'espace. Et l'espace qui s'accélère, l'expansion s'accélère énormément. L'expansion linéaire s'accélère. Voilà. Mais alors, ça veut dire que la matière ordinaire que nous connaissons, celle qui nous constitue, qui constitue les étoiles, les planètes, faites d'atomes, finalement, en proportion, c'est quasiment rien. Ah, c'est quasiment rien. Pour l'instant, c'est 5%. Et ça va être de moins en moins vrai, puisque l'énergie noire, elle est constante dans le temps, dans l'expansion. Pour l'instant, tout ce qu'on a vu jusqu'à la moitié de l'âge de l'univers, oui. Maintenant, on va lancer le satellite Euclide en juillet, qui va justement préciser ce point, en regardant 12 milliards de galaxies dans presque tout le ciel. Mais si l'énergie noire est constante, et si elle est active depuis très longtemps, alors l'univers va avoir une accélération qui va ne cesser d'augmenter. Ça va être exponentiel. Et donc, dans l'univers observable, il n'y aura plus grand-chose à voir. Voilà, la matière, elle a une densité qui varie comme 1 sur R3, comme 1 sur le volume, puisque la masse est conservée. Donc c'est maintenant qu'il faut faire l'astrophysique, observationnelle. On verra bientôt plus de galaxies. Enfin bon, c'est fait 100 milliards d'années quand même. Bientôt, il n'y aura plus de galaxies. Mais alors, quand on vit comme ça, comme vous, avec plusieurs hypothèses, comment est-ce que l'imaginaire se... On imagine ce que ça pourrait être dans cette hypothèse, c'est ce que fait toujours les scientifiques. Vous faites des expériences de pensée. Qu'est-ce qui se passerait si la gravité était modifiée? Qu'est-ce qui se passerait s'il y avait une action ou une autre particule qui pourrait constituer la matière noire? Alors, on fait des simulations numériques dans ces diverses hypothèses et on regarde si on n'a pas des contraintes. Les simulations nous aident beaucoup parce qu'on simule une galaxie, la formation d'une galaxie avec des actions, et on voit que ça marche pas, que ça correspond pas aux observations. Ça permet de contraindre les théories et peut-être de les éliminer. On a peut-être le but aussi de les éliminer. Mais alors votre cerveau est dans un état de superposition quantique. Voilà, c'est pas très intriqué. Et vous allez attendre le résultat qui va réduire votre paquet d'ondes. Et voilà, mais comme on travaille sur tout, il y en aura certainement une qui est la bonne. Oui, à moins que ce soit encore une autre quand on n'ait pas pensé, oui, ça c'est vrai. Mais pour l'énergie noire, on a parlé de la matière noire, l'énergie noire c'est autre chose, on l'a dit, c'est ce qui fait que l'expansion de l'univers s'accélère. Est-ce qu'il y a des candidats? Quand on regarde les équations d'Einstein, il y a la constante cosmologique qu'il a introduite en 1919. C'est un candidat évident. Et pourquoi ce serait pas elle?
Ben oui, moi je trouve que ce serait bien. Alors, on ne sait pas si ça c'est constant. Alors si c'est vraiment constant dans le temps, si c'est pas dynamique, si lorsqu'on s'éloigne un petit peu de nous, c'est-à-dire qu'on remonte le temps vers le Big Bang, elle ne varie pas. Alors là, ce sera vraiment. Et c'est ça que Euclide va faire, c'est qu'il va. Euclide, c'est ce satellite qui a été lancé en juillet 2023. Et les résultats. Alors, au début, on aura des résultats sur les galaxies, bien sûr, parce que les 12 milliards, on va pas être tout de suite, mais au bout de 5 ans, on va voir tous les résultats. Suspense. Alors, au début, bon, évidemment, au bout d'1 an, 2 ans, 3 ans, on va avoir énormément de données sur les galaxies. Donc ça nous intéresse beaucoup parce qu'on aura énormément, on pourra faire la physique des galaxies, la formation des galaxies. Mais pour avoir le résultat sur l'énergie noire, il va falloir attendre 5 ans. Mais est-ce que c'est pas ironique le fait que la constante cosmologique introduite par Einstein en 1917, parce qu'il pensait que l'univers était stationnaire, ces équations n'avaient pas de solution stationnaire, il rajoute cette constante pour fixer l'univers, et en fait c'est cette constante dont le signe est changé qui est responsable de l'accélération de l'expansion. Oui, c'est un peu... Si Einstein revenait, qu'est-ce qu'il dirait? Ah oui, il serait un peu bouleversé, là, parce que d'abord, il croyait qu'il avait fait une grosse erreur. Donc, il a supprimé, quand il a vu que l'univers était en expansion avec Hubble et dans les années 30. Dans les années 30, il s'est dit, bon, c'était une erreur, désolé, ça enlaidissait ma théorie, d'ailleurs. Et donc, il vaut mieux le supprimer. Et finalement, pendant tout le XXe siècle, vu l'aura qu'avait Einstein, personne n'a osé la réintroduire. Sauf Georges Lemaître. Georges Lemaître avait compris qu'on aurait besoin de cette constante. Elle apparaissait naturellement dans la structure des équations. Donc, fatalement, elle va être utile. Il avait pensé. Et finalement, on a eu une observation qui a montré qu'en effet, il fallait la réintroduire en 1998. Et puis, on ne sait pas si vraiment... Alors, la constante, c'est une possibilité, mais si elle n'était pas constante, donc... beaucoup d'astronomes sont en train de modifier la gravité, modifier encore la gravité d'Einstein, en introduisant encore un champ scalaire, mais cette fois-ci dans l'autre sens, c'est-à-dire qu'il faut dégraviter plutôt que regraviter. Donc on modifie pour la matière noire pour avoir plus de gravité en champ faible, le champ est trop faible, il faut en rajouter, et puis pour l'énergie noire, c'est le contraire, il faut dégraviter, un peu moins de gravité, un peu plus, il faut fine-tuning, c'est un peu du bricolage. L'ajustement fin. C'est un peu du bricolage. Oui, c'est du bricolage. On en est là. C'est un peu le retour à Ptolémée, les épicycles, aux épicycles. Ouais. C'est un petit peu ça pour l'instant. Mais bon, il faut bien en passer par là. C'est en fait heuristique. Tous ces essais que l'on fait, on va finir par trouver. Hein. Copernic a bien fini par trouver que la solution aux épicycles. Alors, si on revient sur votre travail de recherche, quelles sont les découvertes observationnelles ou autres qui vous ont le plus impressionné et le plus surprise? Oui, alors donc il y avait les ondes gravitationnelles, par exemple. Ah oui, les ondes gravitationnelles. Vous pensiez qu'elles seraient détectées un jour? Tout le monde le pensait parce que quand même il y avait Virgo, LIGO qui pendant des années ont fait des efforts immenses. Deux détecteurs, un en Italie, un. Oui, on pensait bien que ça allait donner quelque chose, sinon il ne serait pas là. Tout le groupe qui est derrière et tous les travaux, enfin le coût qu'il y a, mais aussi le coût humain on pensait qu'ils y arriveraient et ils sont arrivés. Alors qu'Einstein pensait que c'était infaisable. Il avait prédit les lui, il pensait qu'elles existaient, mais qu'on pourrait jamais les détecter. Par contre, il ne croyait pas aux trous noirs. Ah. Et c'est grâce à une fusion de trous noirs qu'on a pu détecter des ondes gravitationnelles. Voilà, donc s'il venait aujourd'hui, il serait vraiment très très surpris. On va le faire revenir pour voir quelles sont ses réactions. Voilà. Et alors, donc il y a eu cette découverte, mais peut-être d'autres qui ont... Oui, moi je pense que l'ombre du trou noir, bon, c'est pas une découverte, mais c'est un défi, un défi énorme observationnel. Mais maintenant, ce qu'on voit, c'est que même avec l'instrument Gravity, qui est un interféromètre infrarouge, finalement, on a la même résolution que le télescope de l'horizon. C'est la taille de la base est beaucoup plus petite, 200 mètres, mais par contre, la longueur d'onde est beaucoup plus courte. Et finalement, ça se comprend si on a la même résolution. Et alors, on voit bien le gaz qui tourne autour de Sagittarius A star, le trou noir de notre propre galaxie, et on voit qu'il tourne à 100 000 km par seconde, quand même. Donc on arrive près de l'horizon, où on devrait être à la vitesse de la lumière. Donc on voit bien, il y a énormément de choses qu'on a vues récemment qui montrent comment on alimente le trou noir, comment ce trou noir en fait a un effet de rétroaction sur toute la galaxie. Il va mettre beaucoup d'énergie et donc il va arrêter la formation des étoiles, etc. Mais si je vous comprends bien, Françoise Combe, ça veut dire que dans les années qui viennent, on va voir de plus en plus d'images de trous noirs, de tailles différentes. Oui, exactement. Et la taille va nous donner la masse, bien sûr, et puis aussi le fait qu'il tourne ou pas.
C'est-à-dire, on dit qu'elles ont un spin. Un spin, c'est la rotation du trou noir sur lui-même. Et donc, la taille dépend du spin, en fait. Et donc, on aimerait savoir comment il acquiert cette rotation par fusion de trous noirs. Parce que lorsqu'il y a un trou noir dans chaque galaxie, lorsqu'il y a une fusion de galaxies, fusion de ces trous noirs, et donc il va acquérir ici. Parce que là, on ne sait pas ce qui fait qu'il tourne. Voilà. Et pourquoi alors, s'il y avait énormément de fusion, on pourrait penser que tous ces moments angulaires vont s'annuler à la limite, et ça va tendre vers zéro. Mais en fait, ils tournent tous. Et on a quand même des indications, des observations, par le spectre qu'on a du gaz qui tourne autour. On voit qu'il y a un décalage vers le rouge gravitationnel qui nous dit qu'il tourne beaucoup. Il tourne presque au maximum, c'est-à-dire là au moment où ça tourne si vite que ça va à la vitesse de la lumière, donc on voit que il tourne énormément. Et on ne sait pas à quelle fusion de galaxies c'est dû. En fait, il y a plein de problèmes en il y a plein de problèmes. On n'en a pas fini encore. Et quelle est la découverte que vous aimeriez soit produire, soit connaître par le biais d'autres chercheurs? C'est sûr que tout le monde est en train d'essayer de chercher une idée géniale pour expliquer pourquoi on n'a pas encore vu la matière noire. Mais je pense pas que ça va arriver d'ici une dizaine d'années. Ça va être compliqué, puisque ça fait quand même 80 ans que les gens cherchent. Mais ça, c'est pas une preuve, c'est pas un argument. Si, quand même, parce que on est nombreux à chercher. Mais est-ce qu'il est imaginable que toute la communauté à laquelle vous appartenez finisse par décider, finalement, il n'y a pas de matière noire. Et donc, on n'en est pas là, parce que c'est plutôt ceux qui travaillent sur la matière noire, enfin la gravité modifiée, comme solution à la matière noire, sont la minorité. Et en général, pourquoi? Parce que pour l'instant, il n'y a pas de théorie, c'est plutôt une théorie empirique. C'est pas élégant. C'est pas élégant. On arrive quand même à reproduire la covariance des équations d'Einstein, les ondes gravitationnelles, aussi la déviation d'un rayon lumineux par la masse. Tout ça est arrivé dans cette gravité modifiée. Donc c'est difficile en fait, parce que l'équation d'Einstein, il a pris la plus simple. Mais ça, c'est un argument sociologique de dire il y a plus de chercheurs qui cherchent la matière noire qu'il n'y en a qui essaient de modifier les équations de gravitation. Ça veut dire que la probabilité que ce soit de la matière noire vraiment est plus grande parce qu'il y a plus de chercheurs. C'est pas un argument très scientifique. Non, c'est vrai, mais il faut prendre en compte cet argument sociologique parce que c'est difficile pour un étudiant qui arrive de chercher contre la communauté. Ça, c'est complètement difficile parce qu'il va être déconsidéré. Dans les colloques, il ne va pas être écouté. Alors on fait des colloques spéciales pour la matière noire. Et alors là, il peut se faire écouter, mais sinon dans un colloque ordinaire, très peu de place est donnée à la matière, à la gravité modifiée. Donc, et en effet, comme il y a très peu de chercheurs qui travaillent dessus, ça avance lentement. Alors que le modèle standard de matière noire froide avance vite, mais mais vous-même, vous avez, je crois, développé un modèle de matière noire. Alors c'était la matière baryonique noire, parce qu'en fait, il faut connaître aussi que parmi la matière ordinaire, qui est 5%, donc très peu, on ne voit que 0,5% du tout. C'est-à-dire que 10% de la matière baryonique est vue dans les galaxies, les étoiles, le gaz, tout ça. Même le gaz X dans les amas. Tout ce qu'on voit ne correspond qu'à 10% de toute la matière ordinaire que l'on pourrait voir. Donc il y a encore toute une grande question qui est où est cette matière ordinaire? Donc on a supposé en effet que ça pourrait être du gaz froid autour des galaxies. Et c'est encore valable, on n'a pas vu tout le gaz froid qui est autour des galaxies. Donc où est ce gaz en fait que l'on ne voit pas? On pense qu'il n'est pas dans les galaxies, parce que dans la galaxie on a identifié toute la masse. Donc il est dans les filaments cosmiques qui alimentent les galaxies. C'est le cosmic web, la toile cosmique. Et dans ces filaments, il y a beaucoup de matière noire. Et la matière ordinaire doit être dans les filaments et pas dans les galaxies. Elle a été expulsée des galaxies. Donc, dans quel état elle est? On n'en sait rien. Elle est soit chaude, soit froide. On a pensé qu'il y avait beaucoup de matière baryonique froide, sous forme d'atomes et molécules d'hydrogène. Françoise Combe, vous avez dit en début d'émission que lorsque vous étiez enfant, vous étiez myope et vous ne voyez pas les étoiles. Je suis toujours myope d'ailleurs. Oui, mais vous regardez le ciel quand même. Oui, bien sûr. Et alors quand vous le regardez et vous savez, vous, qu'on ne voit finalement que quelques pourcents de son contenu, qu'est-ce que vous vous dites? Qu'est-ce que vous ressentez? Eh bien, je trouve que c'est très très joli, comme tout le monde. Je trouve qu'en effet, c'est magnifique de regarder un ciel étoilé, mais ce qu'on voit, c'est juste des étoiles très proches du Soleil. Donc on voit même pratiquement, même pas 1% de la Voie lactée dans laquelle nous sommes.
Donc quand on veut savoir où sont toute la matière ordinaire, on est loin de voir son contenu. Quand on regarde les champs profonds du satellite Hubble, il a regardé entre les étoiles. Donc à chaque fois qu'on voit un champ profond, on voit énormément d'objets, de galaxies, etc. Il n'y a aucune étoile de la Voie lactée. Donc on voit qu'on est arrivé très loin. Et ce qui est fascinant, en fait, c'est plutôt ça. C'est les images obtenues avec les télescopes puissants qui nous montrent que, je sais pas, dans 1 minute d'arc carré, il y a 3000 galaxies très lointaines. Donc tout ça, c'est passionnant. On ne le voit pas à l'œil, c'est pas possible. Et ça, c'est l'univers observable, comme on l'appelle, même si on ne le voit pas avec nos yeux. Est-ce que vous pensez que l'univers est infini? Je parle de... C'est possible, c'est possible. Pour l'instant, on est en effet dans la catégorie d'univers qui n'est pas assez dense pour pouvoir se reconcentrer en Big Crunch, ou alors être juste à l'équilibre, en fait, avoir une géométrie courbe et avoir un univers fermé où on pourrait se déplacer dans un sens et puis on reviendrait sur soi-même après un certain temps quand même. Donc ça, c'est l'univers d'Einstein statique, il était fermé. Et donc fini. Mais par contre, on est plutôt dans l'hypothèse de l'univers infini. Mais notre univers observable, il n'a pas de courbure. Il est plat. Il est plat. Donc il y a des gens qui ont expliqué ça en invoquant l'hypothèse de l'inflation. L'idée que dans l'univers primordial, il y a eu une sorte d'inflation qui n'a rien à voir avec l'inflation économique. Hein. C'est 10 puissance 50 d'augmentation de la taille en 10 puissance moins 32 secondes. Bon, c'est pas un train de sénateur. Non. Est-ce que vous y croyez, vous, à cette... J'ai l'impression que c'est la seule théorie qui peut expliquer les observations. Donc, c'est même pas une théorie, c'est une hypothèse, en fait. Oui, c'est une hypothèse. Mais il n'y en a pas d'autres. Enfin, il y en a, mais qui sont tirés vraiment par les cheveux, comme l'univers cyclique qui retombe sur lui-même, où il y a, par exemple, aussi des membranes qui sortent de la théorie des cordes à 26 dimensions et qui nous dit que lorsque 2 membranes tombent, il y a comme un Big Bang. C'est quand même tiré par les cheveux. Il faut avoir 26 dimensions. On est complètement perdu, là. Alors, par contre, il y a trop de choix. Ça marche bien. Il y a trop de choix. C'est la seule qui marche et qui est là depuis 1981, donc elle a quand même... oui, mais l'inflation, quand on la met dans les théories de supercordes, par exemple, aboutissent à l'hypothèse des multivers. Il y a des multivers, on n'a pas besoin de supercordes, pour ça... Vous êtes sûr qu'il y a des multivers? Il y a d'autres univers que le nôtre? Eh bien, c'est possible. On le saura jamais, mais c'est pas exclu, puisque justement, en effet, il y a du vide quantique au départ, avant le Big Bang, et entre les univers, il y a du vide quantique, mais qui s'éloigne de façon avec cette vitesse d'inflation. Donc, s'il y a du vide quantique avant le Big Bang, c'est que le Big Bang n'est pas l'origine. Alors, le Big Bang est l'origine de notre univers, mais pas de tous les univers qu'il y a. Ah, je savais pas que vous étiez pourquoi pas fan du multivers. Ça, non, parce que tout à l'heure, vous avez dit les trous de verre. Ah oui, mais alors, les trous de verre, c'est autre chose. Ça, on voit que ça n'existe pas. Par contre, les multivers, il n'y a que... On voit pas que ça existe. On voit pas que ça existe, mais c'est la seule théorie qui explique les observations de Planck. Alors, Planck a été compatible... Planck, c'est pas le physicien, c'est le satellite. C'est le satellite qui a regardé le fond cosmologique du Big Bang, le vestige de l'explosion du Big Bang, si on peut dire. Et donc ce fond cosmique est en micro-ondes à 2000 mètres de longueur d'onde et est à une température de 2,7 degrés, donc très froid. Mais c'est le vestige de ce qui était au départ très très chaud et qui s'est refroidi dans l'expansion. Mais en effet, quand on regarde toutes les observations, il n'y a que l'inflation qui est compatible. Elle explique aussi pourquoi l'univers est homogène. Pas simplement pourquoi il n'a pas de courbure. Et pourquoi l'horizon... il y a un problème d'horizon aussi, parce que lorsqu'on a l'horizon, quand on regarde à 300 000 ans après le Big Bang, ces fluctuations quantiques, en fait, eh bien, elles sont exactement... Enfin, l'horizon est tout petit, fait 1 degré sur le ciel, donc il y a 40 000 horizons, ce qu'on voit. Ils sont tous à la même température, comme si c'était donné le mot. Or, finalement, l'horizon, ça veut dire que il faudra avoir une vitesse plus vite que la lumière pour pouvoir avoir un signal entre tous ces petits bouts d'univers. Donc, c'est pas possible. Donc, ça, c'est un gros problème qui est résolu par l'inflation. Françoise Gombe, on fête cette année les 150 ans de la Société française de physique, et je crois que vous êtes très engagée dans cet anniversaire. Est-ce que vous pensez qu'on ne parle pas assez de science? C'est vrai. Dans les médias? Tout à fait. Ou ailleurs même? De science, oui. Je pense que
beaucoup de nos concitoyens ne sont pas assez scientifiques, n'ont pas assez l'œil et l'oreille pour écouter de la science. Et parfois, ils écoutent beaucoup plus les fake news, les fausses idées qui circulent dans les réseaux sociaux. Et ça a beaucoup plus de succès que la vraie science. Mais peut-être que notre cerveau n'est pas intéressé par la vérité, il est plutôt intéressé par son confort psychique. Confort, et puis aussi les mauvais faits, les mauvaises nouvelles sont toujours tellement spectaculaires qu'elles attirent. Alors que le reste est peut-être moins spectaculaire, c'est quelque chose de réaliste. Donc, Mais peut-être que finalement la diffusion des sciences est victime d'une sorte de crise de la patience, on n'a pas le temps d'expliquer. Et du coup, on doit quand même l'expliquer, on a fait des conférences. Là, vous avez expliqué beaucoup de choses. Il faut suivre vos cours au Collège de France. Oui, ça serait une bonne idée. Mais ils sont diffusés sur France Culture, je crois, non? Peut-être pas, parce que nous, il y a des équations. Non, il n'y a pas d'équations, mais il y a beaucoup d'images. Et sur France Culture, on peut pas avoir les images. Parce que vos collègues historiens... Alors voilà, l'historien littéraire, il n'y a pas d'images, et donc ça peut passer en radio. Donc nous, c'est plutôt... Bon, on a quand même des vidéos qui passent sur le site web, sur YouTube, on a plein de vidéos. Le collège en fait au moins 1000 vidéos par an. Donc depuis le début, on a 20 000 vidéos qui sont sur notre bibliothèque. Et donc il y a tout ce qu'on veut, tous les choix, l'histoire, la science, mais aussi la sociologie, la biologie, etc. Tout est là. Tout est là, mais... Voilà. Et il faut faire l'effort d'aller écouter. Ce sera un plaisir, en tout cas. Je voulais vous faire réagir à cette petite phrase d'Yves Bonnefoy, le poète, qui écrit « L'homme a besoin, alors j'ajouterai l'homme et la femme ont besoin à la fois de la magie et de la science, du rêve et de la réalité, ce qui est trop clair le comble, les comble, et le lasse en même temps. » Alors, les combles, je suis d'accord, mais le lasse, je vois pas trop pourquoi il... Mais si vous aviez tout... Votre travail de chercheur. Mais on n'a pas tout, on a énormément de problèmes. C'est à chaque fois qu'on découvre des tas de choses, on s'aperçoit qu'on ne savait rien. L'univers est un exemple, puisque on a découvert la galaxie qu'en 1920, il y a un siècle, alors que la taille de notre univers, c'était le système solaire, il y a longtemps, le temps de Copernic, et puis ensuite ça a été la Voie lactée, et puis tout d'un coup on a découvert les galaxies il y a un siècle. Donc on voit bien que plus on sait de choses, et plus l'univers est énorme et a beaucoup de mystères. Donc, on n'est jamais lassé. Je vois pas pourquoi il serait lassé. Bon, c'est un message qui va être le mot de la fin, Françoise Combe.